Cette vidéo est le module 1 de formation à l'utilisation du Sonaca 201 au sein de l'Aéroclub de la Vendée. Le but de cette formation est de permettre de faire connaissance avec l'avion et ses caractéristiques avant les premiers vols et de faciliter la transition entre nos avions classiques DR400 et cet avion de nouvelle génération dont la philosophie d'utilisation est différente. Ce premier module va vous faire découvrir l'avion et ses particularités, son groupe motopropulseur et les différents systèmes. Un second module vous présentera le poste de pilotage et ses équipements, quelques paramètres à retenir, et on finira par les bases d'un tour de piste. Commençons par l'avion, ses caractéristiques et ses particularités. C'est un avion métallique de construction classique. Il s'agit d'une construction Sonaca Aircraft qui est certifiée sous le régime VLA, Very Light Aircraft, et sous le régime EASA, c'est-à-dire une certification européenne. Il est biplace tout en aluminium, et le gros changement pour nous est que c'est un moteur Rotax turbo-compressé. Ce moteur développe une puissance de 115 chevaux. L'hélice est une Duc tripale. Cette hélice a été choisie pour augmenter les performances en vol, mais également pour réduire la perception du bruit grâce à une forme particulière en bout de pale. Ces hélices permettent d'avoir de hauts rendements sur l'ensemble du domaine de vol, à savoir une meilleure efficacité au décollage, un bon taux de montée dû au régime moteur plus élevé, beaucoup d'allonge en croisière, un grand confort d'utilisation et moins de vibrations. L'immatriculation est facile à retenir, puisque LSO correspond à les Sables d'Olonne. Il est important d'avoir les dimensions à l'esprit. Le Sonaca est un peu plus court qu'un DR400, mais il a une envergure qui est plus grande. Donc, attention à la rentrée dans le hangar. Si on touche, l'aluminium se raye ou se déforme de façon permanente. C'est moins tolérant que la toile, qui est un peu élastique. Autre différence par rapport au DR400, ce sont les tringleries. Sur les DR400, les gouvernes sont commandées par des câbles avec des renvois par des poulies. Sur le Sonaca, ce sont des commandes rigides avec des renvois par guignol fixe, excepté pour la gouverne de direction. Cela implique une transmission directe et un avion qui réagit instantanément, donc moins d'amortissement que sur le DR400. L'avantage, c'est que les commandes sont plus précises. Autre particularité, ce sont les volets électriques, ce qui implique une possibilité de panne de volet, ce qui n'était pas le cas sur DR400. Il est donc particulièrement important sur cet avion de vérifier visuellement la sortie ou la rentrée des volets après une manœuvre du sélecteur. On insistera bien sur cette vérification lors de votre formation pratique, et il sera prévu plusieurs exercices d'atterrissage sans volet. L'avion est conçu pour cela. Le constructeur conseille d'augmenter d'environ 10 nœuds les vitesses d'approche dans ce cas. Les volets sont couplés mécaniquement, et il ne peut donc pas y avoir de sortie dissymétrique. Il y a 3 crans de volets, un de plus que sur le DR400. Les braquages sont de 10, 20 et 30 degrés. Parlons maintenant du moteur. Le moteur est très compact. Tout est regroupé dans un petit volume. C'est un moteur 4 temps, 4 cylindres à plat opposés, comme pour le DR400. En ce qui concerne le refroidissement, on utilise de l'air, mais aussi un système de refroidissement à eau et à huile. Cela implique un nouveau paramètre à surveiller, la température du liquide de refroidissement. Grosse différence également, ce moteur est turbo-compressé. Le turbo est protégé par 2 systèmes. Un TCU, Turbo Computer Unit, qui est une centrale électronique qui gère l'ouverture du turbo en fonction de la position de la manette des gaz. Ce turbo possède également une valve de régulation de pression automatique. Cela en fait un turbo relativement facile à utiliser. Cependant, un moteur turbo-compressé nécessite un respect rigoureux du temps de chauffe à la mise en route et du temps de refroidissement avant la coupure. Dans tous les cas, il ne faut pas utiliser la puissance tant qu'on n'a pas au moins 50 degrés de température d'huile. Le respect de ce temps de chauffe est indispensable pour assurer la longévité du moteur. À titre d'exemple, il faut compter environ 4 à 5 minutes pour une température extérieure de 19 degrés. Et un temps de chauffe de 8 à 10 minutes pour une température extérieure inférieure à 10 degrés.
le moteur est refroidi à l'air, et comme ce système est très efficace, il est recommandé d'effectuer la chauffe moteur sur un axe perpendiculaire au vent. Si on fait chauffer le moteur avec du vent de face, le temps de chauffe sera plus long. De même, il faudra attendre 2 minutes au ralenti avant de couper le moteur. Il est à noter que pour la surveillance et la maintenance de ce type de groupe motopropulseur, tous les paramètres et le temps de chauffe sont enregistrés dans le système électronique de gestion interne du moteur. Autre différence avec le système de lubrification, qui se fait à l'aide d'un réservoir d'huile séparé. Le carter n'est pas équipé d'une bâche. Ceci a une influence sur la quantité d'huile, qui est de 3,5 litres au lieu des 6 litres du DR400. Cela aura également une influence sur la façon de vérifier le niveau d'huile. Attention, sur ce type de moteur, il ne faut pas rajouter plus de 0,5 litres d'huile lors d'un complément. Parlons maintenant de la carburation. Autre nouveauté, il y a 2 carburateurs. Ce ne sont plus des carburateurs où le mélange air-essence est réglé par une commande de mixture, mais ce sont des carburateurs à membrane, à réglage automatique. On en parlera plus loin. Il y a un starter électrique qui est commandé mécaniquement par une manette sur le tableau de bord, ainsi qu'un système de réchauffage du carburateur. Ce type de moteur n'est pas équipé de magnéto classique à rupteur, mais d'un double allumage électronique. La commande se fait via une clé, comme sur le DR400. On va voir en étudiant le circuit carburant qu'il n'y a pas de commande de richesse. La coupure du moteur se fait donc par coupure de l'allumage avec la clé. Attention, il ne faut pas couper directement le moteur en tournant rapidement la clé vers la gauche comme on le fait pour un essai coupure sur un DR400, mais il faut faire une coupure séquencée avec un arrêt d'1 seconde sur chaque position de la clé avant d'arriver en butée à gauche. La cylindrée est petite, 1,2 litres, au lieu des 5 à 7 litres des moteurs de DR400. Une grande cylindrée comme celle des DR400 a l'avantage de délivrer sa puissance en tournant doucement, entre 2000 et 2500 tours minute. Mais l'inconvénient est que cela fait consommer plus de carburant. Une petite cylindrée consomme moins, mais par contre ne donne sa puissance qu'à un régime élevé, ici entre 4800 et 5500 tours minute. Il n'est pas possible de faire tourner une hélice à ce régime, car elle dépasserait le mur du son et serait détruite. On est donc obligé d'utiliser un réducteur. Le taux de réduction est de 2,4. C'est-à-dire que lorsque l'hélice a fait un tour, le moteur en a fait 2,4. Grâce au réducteur, l'hélice tourne donc à un nombre de tours équivalent à celle du DR400, c'est-à-dire 2000 à 2500 tours minute. Le poids de ce moteur est de 75 kg, soit la moitié de celui d'un Lycoming qui pèse dans les 150 kg. On y gagne l'équivalent du poids d'un passager. La puissance du moteur est d'environ 115 chevaux à 5800 tours minute, qui est la vitesse de rotation maximum du moteur. Mais cette vitesse de rotation n'est utilisable que pendant un temps très limité, avec un maximum de 5 minutes, et n'est utilisée que pour le décollage. En montée, après le décollage, la puissance est réduite à 5500 tours minute, ce qui équivaut à environ 100 chevaux. Voici, pour une croisière à 2000 pieds, un extrait des performances en vitesse et en distance franchissable en fonction de la puissance affichée. Voyons maintenant les particularités de la lubrification. On a dit qu'il s'agissait d'une lubrification à carter sec avec un réservoir à huile séparé. Donc la bâche à huile n'est pas sous le moteur, mais à côté. La contenance de la bâche est de 3,5 litres et on n'utilise pas d'huile minérale pour ce type de moteur. Il faut utiliser de l'huile synthétique ou semi-synthétique. L'huile est pompée dans la bâche déportée et le circuit est protégé par un clapet de surpression. Cette huile passe dans un filtre et est injectée dans les différentes parties à lubrifier. Elle est ensuite récupérée dans le carter et passe dans un radiateur pour revenir vers la bâche. Ce type de moteur ne consomme pas ou très peu d'huile. S'il manque de l'huile, c'est qu'on a vraisemblablement volé un peu trop longtemps avec un régime de croisière supérieur à 5500 tours minute. La vérification du niveau d'huile ne se fait pas directement comme sur un moteur Lycoming, mais nécessite un brassage de l'hélice. Ce brassage va créer une pression interne dans le carter moteur
qui va repousser l'huile restante dans le fond du moteur en direction de la bâche. Comme on l'a dit, il ne faut jamais rajouter plus de 0,5 litres d'huile si on fait un complément. Sinon, il va y avoir un débordement et une augmentation de pression dans le circuit. Le turbo a son propre système de lubrification qui se gère tout seul grâce à des vannes de régulation de pression et sa propre pompe. L'huile utilisée est prélevée dans la même bâche que le moteur. Parlons maintenant du circuit carburant. Il y a 2 réservoirs, un dans chaque aile et un sélecteur pour choisir le réservoir. Il y a 2 pompes carburant, une principale et une auxiliaire. Le carburant est distribué à 2 carburateurs. Ceci est une nouveauté par rapport au DR400 qui n'en possède qu'un. Comme les pompes envoient plus de carburant que ce qui est nécessaire, il y a un circuit de retour qui renvoie le carburant en surplus dans le réservoir dans lequel il a été prélevé. Les sondes de quantité carburant sont situées en pied d'aile et ne donnent la valeur exacte que si l'avion est en palier et à inclinaison nulle. Ces jauges ne donnent pas une indication instantanée, mais une valeur moyennée sur quelques secondes. Un allumage de l'alarme bas niveau carburant est donc possible lorsque l'on n'est pas en palier ou que l'avion est incliné, même si le réservoir possède encore une quantité non négligeable de carburant. Le circuit est équipé de 2 fuel flow, qui sont des indicateurs de débit carburant, destinés à nous donner des données précises en ce qui concerne la consommation et l'autonomie restante. Nous allons maintenant parler du principe de fonctionnement des carburateurs. Première différence par rapport au DR400, c'est qu'il y a 2 carburateurs, comme on l'a déjà dit. Autre différence par rapport au DR400, c'est qu'il s'agit de carburateurs à membrane, ce qui implique qu'il n'y a plus de commande de richesse. La mixture est automatique grâce à une chambre à pression, qu'on voit ici en A, qui est alimentée par un tube pitot. À faible altitude, et donc avec une forte pression, le ressort est détendu, et le clapet tulipe, en D, est fortement ouvert et admet une quantité de carburant adaptée vers l'injecteur. Quand l'altitude augmente, la pression diminue dans la chambre A, et le ressort se comprime, provoquant une fermeture progressive du clapet tulipe, ce qui réduit le débit de carburant admis vers le gicleur. Le dosage air-essence en fonction de l'altitude est donc automatique. Le système à double carburation génère un risque de désynchronisation entre les 2 carburateurs. Si cela arrive, ça va générer des vibrations extrêmement importantes qui nécessiteront sans doute un arrêt du moteur si un régime de moindre vibration n'est pas trouvé en réduisant la puissance. Il est à noter qu'une désynchronisation complète des carburateurs entraînant l'arrêt forcé du moteur est plutôt rare. Généralement, lors d'une désynchronisation des carburateurs, il apparaît une légère vibration à un certain régime du moteur. Il est à noter également que les 2 carburateurs sont placés en hauteur au-dessus des pipes d'échappement. Cela implique qu'en cas de choc, d'atterrissage de détresse avec percussion d'un obstacle par exemple, ce type de moteur prend facilement feu, car le carburant va s'écouler sur des parties chaudes. Il est donc particulièrement important de fermer le carburant avant ce type d'atterrissage. Parlons maintenant des pompes carburant. Sur le DR400, il y a 2 pompes, une pompe mécanique et une pompe électrique de secours qui est montée en série. Dans le Sonaka, il y a 2 pompes électriques. Une pompe fonctionne en permanence et l'autre est utilisée pour les phases de décollage, d'atterrissage et pour les manœuvres. Elles sont équipées de clapets anti-retour pour éviter un déséquilibre de pression. La pompe principale a 2 sources d'alimentation électrique, la batterie et l'alternateur principal. Donc, dès que le moteur est démarré, cette pompe principale est alimentée par 2 sources différentes. La pompe auxiliaire, elle, est alimentée par 3 sources d'alimentation électrique différentes, la batterie et les 2 alternateurs. Cette redondance d'alimentation électrique s'explique par le fait que ce moteur ne peut pas fonctionner sans pompe électrique. Cela veut dire que contrairement au DR400, si on perd complètement l'alimentation électrique, le moteur s'arrête. Cependant, une seule pompe suffit pour assurer le fonctionnement du moteur. La pompe principale fonctionnant en permanence quand le moteur tourne, il faut la couper à l'aide de son disjoncteur si on veut tester le fonctionnement de la pompe auxiliaire. En ce qui concerne la consommation, on voit ici qu'en croisière, entre 5000 tours et 5500 tours minute, on va consommer entre 20 et 25 litres. Pour information, les aéroclubs et les écoles utilisant déjà le Sonaka 200
consomme en moyenne 20 à 21 litres par heure. Terminons par le circuit électrique. Le moteur entraîne deux alternateurs qui rechargent une batterie. Il existe une barre de connexion électrique principale, appelée Main Bus, sur laquelle tous les équipements électriques sont connectés via leur disjoncteur de protection. Cette Main Bus est alimentée par trois sources électriques. La batterie, l'alternateur 1, l'alternateur 2. Chaque source électrique est protégée par un disjoncteur. L'alternateur 1 fonctionne en permanence dès que le moteur tourne. L'alternateur 2 et la batterie possèdent un sélecteur on-off sur le tableau de bord, ce qui n'est pas le cas de l'alternateur 1. Il y a une petite particularité sur la pompe principale carburant, car elle est alimentée par deux sources différentes de façon simultanée, comme on l'a vu lors de l'étude du circuit carburant. La première source est l'alternateur 1, qui l'alimente en permanence dès que le moteur tourne, et la seconde est la batterie de façon directe. Cela est dû au fait que, comme on l'a vu, s'il n'y a plus de pompe électrique, le moteur s'arrête car il n'y a pas de pompe mécanique. Cela implique qu'en cas de perte des deux alternateurs, le moteur s'arrêtera quand la batterie sera déchargée, ce qui sera le cas après environ 30 minutes de vol, dans le cas le plus défavorable, c'est-à-dire en vol de nuit avec tous les équipements électriques en service. L'instrumentation électronique de son côté est équipée d'une batterie intégrée qui permet une autonomie de fonctionnement de plus de 30 minutes. Ce qui fait que dans tous les cas, si le moteur s'arrête faute de batterie, l'instrumentation sera encore disponible pour l'atterrissage d'urgence. Rappelez-vous donc qu'il faut s'arranger pour être posé dans les 30 minutes en cas de perte des deux alternateurs. C'est un temps de vol raisonnable qui permettra d'être posé avant un arrêt automatique du moteur. On y reviendra dans le prochain module, mais mémorisez déjà qu'en cas de panne moteur, le Sonaca a une finesse max de 11,6 à la vitesse de 65 nœuds. Le DR400 a lui une finesse voisine de 10. Ceci termine ce premier module sur la présentation du Sonaca. Reportez-vous au second module qui vous présentera le poste de pilotage et ses équipements, quelques paramètres à retenir et les bases d'un tour de piste. Nous vous souhaitons de bons vols.